Nous faisons une randonnée en amont de la rivière. Nous suivons la trace sous-marine de milliers de saumons du Pacifique. Les saumons sont vraiment incroyables parce qu'ils ont ce cycle de vie complexe qui comprend la terre, la mer et ensuite le retour à la terre. Ils naissent dans des cours d'eau, parfois à des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres, et puis ils commencent à migrer le long de la rivière dans les estuaires où la rivière rencontre la mer. Ils passent plusieurs années dans l'océan à s'engraisser et à grandir, puis ensuite à nager jusqu'au même ruisseau où ils sont nés. Ce poisson migrateur est une source d'alimentation de base pour les haysock. Mais ce n'est pas seulement important pour nous. En fait, le saumon, dans notre langue Mia, est une espèce clé. Tout cet écosystème en dépend. Donc, en ce moment, nous sommes dans le système de la rivière Clatzy et nous avons rencontré le laboratoire John Reynolds de l'Université Simon Fraser et nous examinons la santé de ces écosystèmes et les populations de saumons dans ces rivières. Je travaille ici avec mon équipe chaque année depuis environ 11 ans, en collaboration avec les haysock. Nous nous intéressons à la façon dont les nutriments du saumon affectent à peu près tout ce que nous voyons autour de nous dans la forêt. Puisque nous comptons tous sur le saumon pour revenir ici chaque année, il vaut mieux qu'on commence à les compter. Un poisson, 2 poissons, un poisson mort et des nouveaux poissons. Combien de saumons dans une année donnée verriez-vous dans un système comme celui-ci? Ce système peut facilement avoir jusqu'à 100 000 poissons. Et les 2 espèces de poissons qui sont ici sont Rose et Keta. Il ne s'agit que de 2 des 5 espèces de saumons que nous avons le long de la côte de la Colombie-Britannique. Quel est mon travail aujourd'hui? Donc, vous allez probablement chercher des saumons morts. Et nous avons ces affaires ici, on les appelle des cliqueurs. On les utilise pour compter le nombre de poissons morts. Ainsi, le saumon mort désigne le saumon sénescent, celui qui est mort naturellement après la fraie ou les saumons tués par l'ours ou par le loup. À tout moment de leur voyage en amont, les saumons peuvent être arrachés de l'eau par ses prédateurs. Est-ce qui a pu tuer celui-là? Si c'est un ours, il en aurait mangé plus. Et si c'est un loup, le cerveau serait probablement disparu. Les loups aiment manger les cerveaux. Mais je pense qu'en fait, c'est des oiseaux. Ils ont touché certains de ses organes. Vous voyez, c'est une mort assez fraîche. Il saigne encore, donc il n'est pas mort depuis longtemps. Savoir ce qui a tué le saumon nous aidera à déterminer quelle quantité de nutriments de ce saumon se retrouve dans l'écosystème environnant. Vous dites que celui-ci a été tué par un ours. Pourquoi il reste autant de saumon? Oui, parfois les ours sont très difficiles. Ils arrachent un poisson seulement pour réaliser que ce n'est pas une femelle avec ses œufs riches en énergie. Alors, ils le jettent de côté pour aller en pêcher d'autres. Ce sont des mangeurs assez difficiles. Je suppose que nous avons ça en commun. La pêche de saumon est gérée d'une manière qui ne tient compte d'aucun de ces aspects des liens avec le saumon et ses écosystèmes au sens large. Les ours ont aussi besoin de saumon et les aigles ont besoin de récupérer leur carcasse. Et, en fait, certaines structures forestières sont affectées par le saumon. Si vous voulez aller au gouvernement et dire « Non, non, nous voulons vraiment en laisser pour autre chose », leur première question pour moi est toujours « Eh bien, combien? Quel nombre? Combien allons-nous relâcher de la pêche commerciale? » afin d'aider ces autres écosystèmes à en tirer avantage. Et c'est une question très délicate. Compter le saumon, mort ou vivant, est un outil qui peut nous aider à répondre à cette question. Mais il faudra bien plus qu'une paire de cuissardes et un cliqueur pour avoir une vue d'ensemble. Donc, vous dites que vous étudiez ce saumon depuis 11 ans maintenant. Avez-vous vu une augmentation ou un déclin des populations de saumon au cours de ces 11 années? Il faudrait remonter beaucoup plus loin dans le temps pour pouvoir déchiffrer ça. Pour être honnête, les gens qui ont le plus de chances de le comprendre sont ceux qui vivent ici. Parce qu'ils vivent ici, pêchent ici et ainsi de suite. Moi, je suis un nouvel arrivant. Les chiffres ont chuté de façon spectaculaire depuis ma naissance. Il y a 30 ans, il y avait du poisson partout. Maintenant, il n'y en a presque plus. La surpêche, les enjeux environnementaux. Si c'est une année sèche et que la rivière est trop basse, les saumons se stressent en bas et meurent. Si l'année est trop humide et qu'il y a trop de pluie, la rivière se déborde. Les saumons se relèvent, mais les œufs sont emportés par les courants. Il y a donc un équilibre très délicat à maintenir pour garder les saumons dans cette rivière.
Tout ce que nous faisons sur Terre finira par se retrouver dans l'eau éventuellement. Nous devrions penser comme un bassin versant. Et ça signifie que tout ce qui se passe en amont, sur les pentes, dans les égouts pluviaux des villes, tout finit par se retrouver dans la mer. Qu'il s'agisse de la gestion forestière et de la pêche ou de la lutte contre les changements climatiques, il y a beaucoup que nous puissions faire pour aider à protéger ces cours d'eau. Parce que pendant que nous comptons les saumons, la mère Terre compte sur nous. La météo, les animaux, les humains, nous avons tous un rôle à jouer dans l'équilibre d'un écosystème comme celui-ci. L'équilibre est si délicat que si quelque chose pèse d'un côté ou de l'autre, cet équilibre va basculer et nous allons tout perdre. Nous devons protéger ce qui reste.